Donc, OK. Est-ce qu'on est prêt? une petite seconde. OK. Je vais vérifier que ça marche. Et voilà! On est live, donc à vous, James. OK. Bienvenue tout le monde. On est 15 heures, alors on va commencer, même si c'est sûr qu'il y aura des gens qui vont être un peu en retard. Mais oui, bienvenue à cet webinaire intitulé Writing for Percussion. Ce serait en français, grosso modo, mais si jamais on est tous bilingues ici, si vous avez des questions en anglais, moi je suis anglophone, alors je peux facilement faire des traductions si jamais. Je vais commencer par dire que même si c'est un atelier virtuel, on est tous dans les espaces physiques, je crois, j'espère, et ça va dire aussi qu'on est dans des territoires souvent non cédés, des autochtones et des régions avec des gouvernements traditionnels qui ne sont pas respectés par le gouvernement d'aujourd'hui. Et moi, présentement, je suis à Troy, New York, upstate New York. Alors ici, on est sur les territoires traditionnels des Lenape qui ont été supprimés plus ou moins de régions, souvent avec la force. Alors, je vous invite de considérer votre relation avec la terre et la région où vous êtes situé et les conditions d'oppression systémique et de l'effacement culturel, historique et qui continue aujourd'hui, qui nous permettent de vivre et travailler de même. Je suis là en tant qu'animateur et je représente le Ligue canadienne des compositeurs pour lequel je suis conseiller qui représente le Québec. Et c'est un organisme, si vous ne le connaissez pas, qui défend et qui promote la profession des compositeurs et des compositrices canadiens. On a plusieurs activités qui incluent des ateliers comme ça. Et je vous invite de regarder notre site web composition.org et nous suivre sur Facebook, etc. Et dernièrement, je suis content de vous présenter David Tarian-Bongo qui va donner un atelier sur l'écriture pour les instruments de percussion. David, je connais depuis longtemps en tant qu'ami et collaborateur et on a travaillé assez souvent ensemble. Et un excellent percussionniste en tant que soliste, mais qui travaille aussi avec le duo ERS, avec Louis-Philippe Bonin et l'ensemble Paramurbo, l'orchestre de l'Agora et plusieurs autres ensembles. Il fait actuellement son doctorat à l'Université McGill et sinon, je vais passer je vais donner le reste de l'atelier à lui. Si jamais vous avez des questions pendant l'atelier, n'hésitez pas de les écrire sur le chat ou à Facebook si vous êtes sur Facebook et s'il y a quelque chose de pertinent au moment, je vais notifier David et faire une petite interruption. Mais sinon, on va attendre jusqu'à la fin, après 45 minutes, pour des questions plus générales ou des choses où vous essayez des choses dans les instruments ou des, des choses comme ça. Alors, sans délai, David. Bonjour. Oui, ça fonctionne. Bonjour tout le monde. Merci James pour la présentation. La bio, ça me résume pas mal ce que je fais. Je vais quand même un peu expliquer mon parcours. Je viens principalement de Montréal. Je suis allé étudier en Europe aussi. Je suis revenu maintenant, je suis à Montréal, à McGill pour faire mon doctorat. Je fais de la recherche sur la multipercussion, recherche qui est financée par
le, le Shirk. Puis j'ai travaillé beaucoup au Domaine Forget, à Alford, je suis avec Paramirabeau, Duo R, mais je suis également aussi, je travaille beaucoup en orchestre, donc avec l'orchestre de l'Agora, dont je suis le percussionniste et timbalier solo, avec l'orchestre métropolitain aussi. Puis ce qui me donne vraiment un champ d'expertise qui va de la musique soliste à la musique de chambre et à l'orchestre, ce qui me permet de toucher un peu à tout. Puis, ce qui m'a mené, en fait, à la présentation d'aujourd'hui, puis à ma recherche sur la multipercussion, c'est que dans mon parcours de plus de 10 ans depuis que je suis rentré à l'université, beaucoup en rencontrant de la musique pour multipercussion, beaucoup de questions me venaient à l'esprit à chaque fois qu'on devait travailler cette musique-là. On a une partition, on a des notes, mais à chaque fois, on doit réapprendre une notation, réapprendre un différent instrument, en fait, carrément. Parce que si on a 5 instruments dans une pièce, puis on en a 6 autres dans une autre, c'est un instrument qui est différent. Donc, au fil de mon parcours, je suis amené à me poser beaucoup de questions sur la multipercussion, puis j'espère que la présentation d'aujourd'hui peut aider des compositeurs à aider les autres interprètes aussi avec ces questions-là. Donc, sans plus tarder, dans le fond, la présentation d'aujourd'hui, je vais parler principalement de la multipercussion, mais je vais aussi m'attarder sur la caisse claire, le marimba, le vibraphone. On va parler de baguette. Puis après ça, on va parler d'effets spéciaux, extended techniques sur les instruments avec des exemples en arrière. Donc, je vais commencer avec une présentation qui met beaucoup l'emphase sur le répertoire, sur les pièces qui sont écrites, sur la notation. Si vous avez des questions concernant la notation en tant que telle ou ce que je suis en train d'expliquer, James va faire l'animation, je pourrai répondre au fur et à mesure. Quant à des exemples ou si vous voulez entendre certains trucs, prenez note, puis je le ferai quand je serai à l'arrière dans la deuxième partie pour éviter de se déplacer entre. Donc, la multipercussion. Donc, comme je l'ai mentionné, la multipercussion, c'est un instrument qu'on doit réapprendre à chaque fois, qu'on doit réapprendre la notation, réapprendre l'instrument. Donc, on n'est pas comme sur un piano où le do est toujours le do, ou même sur un marimba, donc si on considère la percussion, sur un marimba, le do, c'est toujours le do. Dans la multipercussion, on doit toujours réapprendre le système. Donc, ça rajoute un niveau d'apprentissage. Puis moi, un de mes focus, c'est d'essayer d'arriver avec une notation, sans dire universelle, mais qui est une notation qu'on peut facilement réapprendre à chaque fois et qu'il y a des similitudes entre les différentes notations. Donc, pour ça, je réfère beaucoup au répertoire, aux grandes œuvres pour percussion quand je travaille avec des compositeurs d'aujourd'hui pour dire allez voir ces œuvres-là. Il n'y a pas d'universel, il n'y a pas de façon uniforme d'écrire la percussion, mais il y a des références. Puis, par exemple, Rebond de Xenakis, si on montre la notation, vous voyez que c'est seulement des pots pour le rebond A. Donc, grosse caisse, tom, bongo, tous dans les espaces. Donc, c'est une pièce rebond qui est, je dirais, un must pour les percussionnistes. Donc, la plupart des percussionnistes dans leur parcours vont avoir joué cette œuvre-là, donc vont avoir appris cette notation, cette façon de noter les instruments à peau de cette façon-là. Donc, moi, après, j'ai beaucoup de compositeurs, c'est une façon sans dire universelle, parce qu'ici, on a 2 grosses caisses, 3 toms, 2 bongos. Si on veut utiliser une grosse caisse, 5 toms et 1 bongo, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes instruments, mais le rapport et la façon de lire est la même. Donc, si je monte pour le deuxième mouvement de rebond, le rebond B, donc déjà, c'est d'autres instruments à peau, donc une seule grosse caisse, un seul tom, un tumba, conga, 2 bongos, qui utilisent les mêmes espaces, grosso modo. À cela, on rajoute des woodblocks, qui, lui, les utilise sur une deuxième portée, mais sur les lignes. Ce qui fait que l'œil associe l'espace au résonant, en fait, au pot, et associe les lignes au woodblock, au son plus sec. Donc après, quand on voit dans la musique
un espace et une ligne, on arrive déjà à catégoriser les deux différents instruments, les deux familles d'instruments. Donc ça, c'est une façon aussi sans dire universelle, mais qui aide l'œil, qui aide à la notation pour l'apprentissage d'une œuvre, en fait. Puis si je reviens sur les... je ne sais pas si je peux zoomer. Oui, je peux zoomer comme ça. Donc, si on regarde, ici, on a 5 woodblocks. Il y a certaines façons d'écrire qui essaient de dire, OK, on va mettre toujours les woodblocks, les 5 woodblocks sur les 5 lignes. Mais dans une œuvre où il y aurait seulement 4 woodblocks ou 3 woodblocks, on va toujours utiliser pour un même woodblock la même hauteur. Après, si on a seulement 3 woodblocks, certaines personnes vont utiliser seulement les 3 premières lignes. Après, nous, on associe aussi, puis c'est beaucoup visuel la percussion. Donc, 5 lignes, on associe le woodblock du milieu à la ligne du milieu. Donc, si on en a seulement 3, mieux vaut de rester avec ces proportions-là pour l'œil. C'est plus facile que de commencer à garder un système universel, en fait. Si on recule. Donc, cette façon-là aussi d'écrire... donc, Rebond, si je reviens un peu en arrière, Rebond a été écrit entre 87 et 89. Les premières œuvres pour multipercussion, la première notable, c'est, j'ai mis la référence à la fin, c'est une œuvre de John Cage qui a été écrite en 1954. Après ça, c'est une œuvre de Stockhausen vers 1959. Puis, pour citer Stephen Schick, qui est un percussionniste qui est professeur à UCSD à San Diego, qui a beaucoup créé d'œuvres pour multipercussion. Lui, en fait, dans son analyse de la multipercussion, les premières œuvres dans les années 50, 60 et même 70, comme c'était un instrument qui était nouveau, déjà la percussion, mais l'œuvre soliste, la multipercussion, l'utilisation de différents instruments pour n'en créer qu'un nouveau. Donc, dans son analyse à professeur Schick, c'est que les premiers compositeurs ont beaucoup transposé les façons d'écrire pour orchestre à la multipercussion. Donc, comme la multipercussion est un instrument qui rejoint différentes familles, donc on a des métaux, on a des bois, on a des peaux, plusieurs compositeurs ont retravaillé la façon, ont transposé la façon d'écrire pour orchestre, donc par famille, à la multipercussion. Donc, ce qui fait que dans les premières œuvres pour multipercussion, donc le Cage, Tsuklus de Stockhausen, Psafa de Xenakis qui est en 75, on retrouve beaucoup des claviers, donc plusieurs claviers. Donc, dans Tsuklus, on a un marimba, on a un vibraphone, puis après ça, on a plusieurs métaux, plusieurs bois, plusieurs peaux. Donc, ce qui faisait que les premières œuvres étaient des immenses setups, puis avec une notation qui vient avec une notation par système, qui, pour chaque instrument, avait son système. Après, les compositeurs ont commencé à travailler différemment leur approche à la multipercussion pour donner des écritures plus simples comme celle de Rebond, en fait, en 87 et 89. Donc, un de mes travaux, un des aspects de ma recherche sur la multipercussion, c'est également, je travaille beaucoup avec la musique de Michel Lontin. Donc, principalement, ces deux œuvres qui sont Exil Shanghai et Colère Berlin. Là, c'est une œuvre, Colère Berlin ici, que j'ai en exemple. C'est une œuvre qui m'a beaucoup marqué pour avoir été créée par mon premier professeur, Julien Grégoire. Puis il m'en a beaucoup parlé. Puis quand je suis arrivé pour jouer cette musique-là, je fais OK, je l'ai écouté, je fais c'est vraiment une belle œuvre. J'ai envie de travailler ça. Donc, j'ai ouvert la partition, puis je me dis, wow, il y a beaucoup d'instruments, déjà. Puis la notation, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je bouge. Est-ce que vous voyez la souris? Oui, OK, parfait. Donc, une des choses qui m'a beaucoup frappé dans son écriture, en fait, dans l'écriture de Michel Lontin, c'est que chaque instrument a son système. Mais ce qui fait que quand on a 4 bongos, par exemple, on a 5 lignes, ce qui est un staff normal. Donc, on arrive à visualiser les 4 bongos dans les 4 espaces au travers des 5 lignes. Quand on arrive au rototom, par contre,
si on a 7 auteurs de rototom qui se retrouvent dans les 7 espaces de 8 lignes, ça devient un peu difficile pour l'œil d'associer le milieu. Donc, oui, en percussion, c'est sûr des une ligne, on est habitué. Donc, des une ligne, 2 lignes, 3 lignes, ça va. Si on rajoute des lignes à la portée traditionnelle de 5, là, l'œil commence à avoir de la difficulté. On ne retrouve plus nos repères. Surtout que c'est un chiffre pair, on n'a plus de ligne du milieu. Donc, visuellement, c'est assez difficile. Mais la première fois que j'ai travaillé cette musique-là, Exil Shanghai, qui est une autre œuvre de Michel Lontin, qui est le même type d'écriture, la première fois que je l'ai travaillé, je l'ai travaillé avec ce système-là. Puis, je me suis rendu compte que ça m'a pris beaucoup de temps apprendre cette musique-là avec ce système-là. Donc, j'ai travaillé à réécrire complètement la musique de Michel Lontin, conjointement avec lui, donc dans le cadre de mes recherches. Donc, je vais vous donner un exemple de cette nomenclature-là dans la partition. Donc, vous voyez qu'on a des espaces pour les toms, des espaces pour les bongos, pour les log drums et pour les temple blocks, avec des lignes qui passent comme ça. Donc, ça fait beaucoup de pages à tourner parce qu'il y a beaucoup de systèmes, donc ça prend de l'espace sur la partition. Puis après, quand on voit, par exemple, ici dans la mesure où noir égale 120, là, on a le tome du haut, mais celui-là, c'est le 3e à partir du bas. Donc, il faut toujours un peu recalculer. Puis au final, on peut toujours apprendre, c'est toujours mieux de toute façon d'apprendre la musique par cœur afin d'interpréter, mais s'il faut passer beaucoup de temps à apprendre ou réapprendre la notation, ça devient un petit peu difficile. Donc, avec mon ami et compositeur Félix-Antoine Coutu, on a retravaillé toute la notation de Michel Lontin afin de l'aligner sur une notation plus traditionnelle à la Xenakis, en fait. Donc, on voit ici dans les espaces, on a mis tous les rototomes dans des espaces. On a mis tous les tomes dans des espaces. On a mis tous les bongos dans des espaces. Donc, toutes les pots, avec les Kessler plus bas, toutes les pots se retrouvent grosso modo dans des espaces avec quelque chose de facile à reconnaître. Donc, le bongo aigu qui est sur la ligne, dans l'espace de Ré en clé de sol, on le voit rapidement. On l'associe rapidement au bongo aigu. Puis après, pour les bois, sur les lignes, exactement le système de Xenakis. Pour vous donner un exemple, dans la partition. David? Oui. Si je peux faire une petite interruption. Oui. Juste pour dire qu'il y a quelques participants qui ne parlent pas bien français. Alors, juste ici et là, si tu peux faire comme un résumé après une section, juste en général, pour dire comme le sujet en général. Pas trop, parce que c'est un atelier en français, mais si jamais c'est possible, juste pour donner un résumé ici et là. Yeah, yes, sure. I'm sorry, it's really hard to not see faces and see if people are how you are reacting to me or to what I'm saying. So, yeah, it's good that you write and you tell James if there's anything. I'm just giving an example to a bit wrap up what I was saying. I was giving examples of before and after the notation in Michel Lontin's Scolaire Berlin, which the first notation, as you were able to see, was a lot of staffs and a writing where you sometimes have 8 lines for 7 instruments in the spaces, which is hard for the eye. And this is the example of the new writing of Scolaire Berlin that I am working on with my friend Félix-Antoine Coutu, that we applied I call it the Xenakis system to Scolaire Berlin in order to have all the skin instruments, so the toms, rototoms, bongos, in the spaces of one system, and having all the wood instruments on the lines of another system. Puis,
ce que j'aime aussi, que Xenakis ne fait pas, mais j'apprécie encore plus pour l'œil, c'est d'utiliser un notehead qui est différent. Donc, vous voyez ici, les pots ont des noteheads normales, donc pleines. Puis pour les bois, on utilise des X. Donc ça aussi, rapidement, l'œil associe le visuel de la partition avec l'instrument sur lequel on doit jouer. Donc, ça, c'est une façon Une autre petite question dans le chat de Robert Lemay. Il demande est-ce que Michel Lontin apprécie la nouvelle notation? Oui, tout à fait. Quand je lui ai apporté ma première mouture de ça, parce que Colère Berlin, ce que je vous montre, c'est un produit qui est fini. Avec l'accord de Michel, on a réédité la partition, on l'a redéposé aussi. Moi, j'avais fait un premier travail avec Exil Shanghai que j'avais fait moi-même. Puis quand je l'ai montré à Michel, il comprenait bien la différence aussi, puis le travail pour l'œil que ça demandait de différent aussi. Donc, I'll repeat that in English because I think it's really important. It's I know that writing is a thing and playing is another thing, and that's something because when Michel Lontin was writing, it was easier for him to hear the sounds and to know which instruments he was writing for with different staffs. So I get that it's a compositional way also of writing, of notating percussion. But when we get to play, we need to find ways to have this in a way that we can actually learn the music faster. So like the piece, just to give an example of the difference in notations. When I showed this, j'ai aussi montré la nouvelle partition à Julien Grégoire, qui est celui qui avait créé la partition. Puis, un de ses commentaires était, mon Dieu, juste apprendre la partition, apprendre la notation, ça m'a pris des mois, avant même de jouer, puis c'est pas une question de... Julien Grégoire, avec la musique qu'il a créée et tout, c'est pas qu'il savait pas le faire, c'est la façon de le lire, de l'apprendre est longue. Après, moi, ça m'a pris beaucoup moins de temps. En une semaine, j'avais assimilé le système. Puis après, j'ai pu commencer à apprendre à jouer l'œuvre. Donc, voilà. Puis ça, c'est un travail qui a été fait aussi. Donc, je vais donner l'exemple de Romitelli, Golfi d'Ombra. Donc, c'est un travail qui a été fait par un percussionniste italien, Simone Benevetti. Puis, je reprends cet exemple-là que lui a fait. Il a pris cette œuvre-là de Golfi d'Ombra, de Fausto Romitelli, qui a une notation qu'on ne sait pas vraiment. Les instruments, il y a beaucoup de flou. C'est pas tout à fait bien noté. Il y a une notation qui est à peu près. Puis en plus, bon, c'est sûr que le fait que c'est écrit à la main va jouer, que c'est pas édité, mais il y a une question de notation, d'écrire les bons instruments à la bonne place. Puis, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réécrit, il a réédité l'œuvre avec les instruments aux bonnes places, retravailler quels instruments étaient les bons instruments. Donc, ce travail de recherche-là qui a été fait. Oh, pardon. Puis, voilà. Donc, dernier exemple pour la multipercussion. Donc, c'est ça. Moi, je donne l'exemple aussi d'une œuvre que j'ai créée, que j'ai travaillé avec la compositrice Cristina Volpini. Je ne sais même pas si elle est là aujourd'hui. Je ne vois pas la liste des participants, mais... donc, c'est une œuvre qu'on avait travaillé ensemble. Puis, on a appliqué ce système à la Xenakis de les pots dans les espaces, les bois et les métaux sur des lignes avec des X. Puis, ce qui est important aussi, puis ça, c'est vrai pour tout, c'est de travailler avec votre interprète, avec la personne qui va le jouer, pour lui demander si la notation lui convient également. Moi, c'est sûr que ma recherche est là-dessus, mais c'est aussi
quelque chose que j'aurais dû dire au début. Il n'y a aucun universel, mais dans ce que je présente non plus. Donc, après, certaines personnes vont dire « Ah non, j'aime pas ça, comment c'est écrit. Toujours vérifier avec votre interprète. And this, I will also say it in English. Always verify with your performer that the notation you're using is fine with him or with her. Like I said, there's no universal. We can just find better ways to do things, but nothing will be fine for everyone until I don't know what. But it's an instrument that we have so many possibilities that so every performer will have different needs for this notation. Et l'exemple dans la partition de la pièce de Christina, donc on voit bien les pots dans les espaces. Ici, on a des bois, des métaux. Donc, je passe peut-être un peu vite sur les exemples. Si jamais les gens qui veulent que je ralentisse le pace, je peux le faire, là. Donc, comme je ne vois pas les réactions en direct. Ah oui, une autre, parce que là, j'ai parlé beaucoup de pièces solistes, en fait. Donc, tous les exemples que j'ai donnés, c'est des pièces qui sont pour la multipercussion solo. Pour ce qui est de la musique de chambre, c'est important de transcrire toutes les informations dans la partition de l'interprète. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, des fois, qui se retrouvent dans le score et qu'on ne retrouve pas dans la partie de l'interprète. Puis, ça m'est arrivé souvent d'arriver en répétition, en fait, puis finalement, il me manquait une baguette ou il me manquait un truc parce que c'était pas dans ma partie individuelle. Après, oui, on doit faire le travail d'aller dans le score, ce qu'on fait souvent, mais avec la quantité de musique que les interprètes doivent apprendre, doivent jouer, doivent répéter, c'est toujours mieux de mettre toute l'information dans la partition de l'interprète également. Donc, c'est ça ici, là. Donc, expliquer les techniques que vous voulez utiliser, tous les instruments, toutes les baguettes, les accessoires. Ça m'arrive des fois d'arriver, puis en plein milieu d'une pièce, j'ai besoin d'un archet, mais je ne savais pas que j'avais besoin d'un archet avant d'arriver à la place où j'avais besoin d'un archet. Donc, juste prendre l'habitude de retranscrire ces informations-là dans les partitions des interprètes. Je ne sais pas s'il y avait des questions sur la notation pour multipercussion. James, non? Pas pour l'instant, mais si jamais il y a des questions, OK. on est à l'aise. Deuxième instrument sur la caisse claire. La caisse claire, ça va un peu plus rondement, mais il y a tout de même beaucoup de possibilités sur la caisse claire. Donc, je vais donner un exemple ici. Donc, ici, on a une ligne qui est la ligne sur le rime, donc sur le cerceau de la caisse claire. Puis ici, une ligne qui est sur la peau de la caisse claire. Donc, c'est une façon de noter, d'avoir vraiment deux voix différentes. Puis après, sur chaque ligne, il va utiliser une certaine technique. Donc, je vous laisse un peu le temps de lire les différentes possibilités. Et un autre exemple dans la même pièce. Donc, il y a beaucoup dans cette œuvre-là, il y a beaucoup de techniques peu traditionnelles. C'est pour ça qu'il les explique beaucoup en mots. Donc, stick glissandi, strike the rim from center to tip and back to center. Il n'y a pas de nom pour cette technique-là, donc il doit l'expliquer. Ça, c'est quelque chose aussi qui arrive, c'est que des fois, il y a certaines techniques qui existent, puis il y a certaines techniques que ce n'est pas des techniques, c'est des effets, mais il n'existe pas de mots pour le dire. Donc, l'expliquer, c'est toujours une bonne chose. L'expliquer, si possible, dans la légende au début, et pas trop en mots dans la partition, sinon ça vient alourdir le texte musical. Okay. Puis ici, un exemple avec
plusieurs techniques plus traditionnelles d'une œuvre que j'ai écrite pour Kessler. Donc, j'ai utilisé différents espaces pour différentes techniques. Donc, au lieu d'utiliser seulement les têtes de notes, en fait. Puis, bon, donc normal, rim shot. Ici, c'est une technique, bon, je dirais pas inventée, mais c'est un effet que j'ai voulu. Donc, je l'ai écrit au long pour l'expliquer, parce que la petite flèche, c'est pas une technique qui existe. Donc, ça, c'est une façon d'écrire, d'expliquer les techniques qu'on veut utiliser. Puis ça, il y a certaines... Donc, le rim shot, c'est presque un universel. Le Z ici, le one hand press roll, c'est presque universel. Continued press roll. S'il y en a là-dessus qui veulent que je donne des exemples, soit tout de suite ou après, là, mais s'il y en a qui veulent entendre les différentes, spécialement peut-être ces quatre-là, là, entendre les différences, je sais pas si... Je veux savoir plus sur Gravity Blast. Bien sûr. Donc, ouais, ça, c'est mon petit Easter egg que j'ai mis là. Donc, un de mes focus aussi dans ma recherche, mais dans mes activités d'interprète, c'est de pousser la technique de l'instrument aussi. Donc, c'est toujours d'apporter... Donc, les techniques à la Kessler ou tous les instruments, en fait, que ce soit percussion ou même autres, sont beaucoup nourris de différents styles musicaux, de différents effets ou de différentes techniques ou je dirais prouesses physiques de certaines personnes des fois. Là, puis je ne dis pas que c'est une prouesse physique, mais dans ce cas-ci, c'est une technique, le Gravity Blast, qui est empruntée au métal, en fait. Puis moi, comme drummer de métal, c'est une technique que j'ai beaucoup utilisée, puis que j'ai décidé d'incorporer dans cette œuvre-là pour Kessler que j'ai composée. Donc, je vais en donner un exemple, mais ça, c'est vraiment pas traditionnel dans la multipercussion ou dans la percussion classique tout court. J'ai le rêve que ça va être une technique que les gens un jour vont travailler puis vont être capables de jouer, mais bon. Mais je peux donner un exemple rapidement, là. Oui, et David, je pense que plusieurs gens ont dit oui à votre invitation de montrer les dernières quatre. Alors, si tu peux faire... Les 4 derniers. Oui, les 4 dernières, les gens veulent les entendre. Donc, je ne vais pas commencer avec le Gravity Blast, il faut que je me réchauffe un petit peu. Donc, le One Hand Press Roll, grosso modo, c'est d'écraser avec une seule main. Donc, on peut semi-contrôler la longueur de ça. Donc là, si on essaie d'avoir le plus long possible. Donc, le One Hand Press Roll est dans le fond c'est un peu technique Kessler, là, ce que j'explique, mais le One Hand Press Roll, c'est la base du roulement qui est le Continue Press Roll. Donc, ça, c'est le avec le batterie comme ça. Puis le quatrième, le Open Roll. Dans ma partition, je ne l'ai pas spécifié, mais il y a différentes façons de le faire. Open Roll, c'est d'entendre les notes, en fait, puis de ne pas obligé de les écrire au long. Donc, on peut l'écrire soit en coup simple, en coup double, ou le définir. C'est un roulement où on entend plus les coups. Quant au Gravity Blast, c'est une technique justement qui utilise la gravité, puis le rim de la Kessler pour produire un roulement à une main, en fait. Donc, ce qui permet d'avoir l'autre main libre pour soit faire d'autres choses sur la Kessler ou d'autres instruments dans un setup. Ce n'est pas un roulement qui va être très continu, très difficile d'avoir bien clairement, mais dépendamment de la vitesse que c'est utilisé. Je vous donne un exemple qui est tiré de ma pièce. Donc, la main gauche, je vais faire des rims puis des press rolls.
Je sais pas si ça répond aux questions, James. Oui, David, malheureusement, le volume change. Le son est un peu coupé des fois. Alors, je ne sais pas comment régler ça, mais je pense que... ah oui, on a une suggestion de Félix-Antoine Coutu. Si on va dans les paramètres audio avancés pour désactiver cette option, couper son intermittent et bruit de fond. Ah ouais, Parce qu'on veut des bruits de fond cette fois-ci. OK. Et aussi, Mel Ouidan suggérait de faire les 11 techniques au complet aussi, OK. juste pour avoir un aperçu. OK. Là, je vais dans... OK, je vais faire ça. Je vais juste arrêter de partager pour une seconde, le temps de trouver ça. Merci pour votre patience, tout le monde. Utiliser speaker, microphone. Est-ce que tu peux répéter c'est où qu'il a dit, Félix-Antoine, s'il te plaît? Il a dit dans les paramètres audio avancés, Avancé. c'est l'option couper son intermittent et bruit de fond. Ah oui, OK. Merci, Félix. OK. Là, je vais repasser les techniques. Donc, le normal. Rim shot. Le deuxième, si je me souviens bien, dans le fond, c'est close to rim. Si je donne l'exemple normal versus close to rim. Et après ça, il y a plusieurs endroits où on peut jouer sur la Kessler. Rim. Sticks against stick. Rub stick. Ici, on fait le Gravity Blast. One hand press roll. Continue press roll. Et le open roll. C'est bon, James? Le son est meilleur? Oui, c'est beaucoup mieux. Tout a fonctionné bien de mon côté au moins. Désolé pour ça. Donc, les gens disent oui et que ça a bien fonctionné. Yeah. Donc, ça, c'est la façon que je l'ai écrit dans ma partition. On voit ici le Gravity Blast en bas, accompagné d'une mélodie en one-hand press roll, avec des rim shots et différents effets comme ça. Après, il y a bien sûr avec, sans snare, avec lesquels on peut jouer. Puis ici, c'est un autre exemple d'une œuvre où il y a différents... Vous voyez, on retrouve beaucoup les mêmes effets. Bon, lui, ici, on écrit sur le cercle avec un différent note head, mais dans cette œuvre-là de Nicolas Martensio, lui, il a utilisé seulement une ligne. Donc, il utilise beaucoup les note head au lieu d'utiliser différents lignes ou espaces. Voilà pour la caisse claire. S'il y a d'autres questions avant de passer à un prochain instrument. Pas pour l'instant, et je vois juste pour dire que là, on est Ouais. 15h40, mais je pense que
tu as beaucoup plus à dire et je pense que tout le monde va être en accord si tu continues pour une heure, mettons, avant de passer aux questions générales, Ouais, si ça va aller ça plus va vite pour tout le monde. aussi, marimba, vibraphone. Donc, marimba. euh, donc, je vais passer un peu moins de temps sur le marimba. Il y a beaucoup d'écritures d'œuvres pour marimba qui utilisent l'instrument avec seulement pour les notes. Mais j'ai eu une création de Elder Oliveira il y a 3 ans, 2 ans, qui lui a vraiment exploré les différents effets sur le marimba. Euh, Puis j'ai une référence à la fin pour voir ça sur quoi c'est basé. C'est un peu flou, je suis vraiment désolé. Euh, donc, il utilise vraiment des effets que même moi j'ai découvert au travers de cette œuvre-là. Euh, donc, ici, donc il va utiliser des effets comme le dead stroke, le quasi dead stroke, où on entend. Ah non, ça c'est l'harmonique où on va jouer avec moffer certaines notes du marimba pour avoir des harmoniques. Euh, Ensuite, il y a le lieu de frappe sur le marimba qui peut jouer, qui va changer le son. Ça, je vais donner des exemples aussi peut-être tout de suite, là. Euh, Puis, je vous donne un exemple de comment c'est écrit. Donc, un exemple celui-là, c'est pas le bon. Pardon. Donc ici, c'est ça, différents effets aussi des note head, des, des, des différentes notations sur le marimba. Ou jouer ici, on voit avec des rutes, des balais de bois là, à la malaire. C'est aussi possible sur le marimba. Sur le marimba, aussi possible, bien sûr, de jouer avec des archets. L'effet de, les effets de corps de ton qu'on associe beaucoup au vibraphone fonctionnent un peu aussi au marimba, moins parce que c'est pas un instrument qui est très résonnant, mais ces effets-là fonctionnent dans l'écriture pour marimba. Euh, donc, pour l'écriture pour marimba, pour voir vraiment les techniques étendues, j'ai une référence à la fin que je pourrais vous donner. Là. Ça donne vraiment un bel aperçu de ce qui est possible de faire au marimba. Ensuite, ce qui est important aussi au marimba de noter, c'est que l'écriture, même l'écriture à quatre baguettes, a des limites. Donc, c'est, j'ai écrit ici, là, important, le marimba, c'est pas un piano. C'est faut, c'est pas juste 4 notes maximum. Il faut vraiment faire attention aux intervalles des baguettes. Je vais vous donner des exemples après. Faire attention aux intervalles avec les baguettes, puis le temps que ça prend entre un grand intervalle puis un petit intervalle. Faut, euh, faut être conscient de ça. Donc, l'exemple que je donne beaucoup, le conseil que je donne beaucoup quand on écrit pour marimba ou vibraphone, c'est un peu la même chose, mais c'est d'y aller avec, quand vous écrivez, visualiser ça sur le piano, si vous écrivez sur un piano, comment vous placez les baguettes ou des changements d'intervalle, donc un intervalle fermé. S'il faut passer un intervalle ouvert, il faut juste être conscient de ça quand on écrit pour le marimba. Aussi, ça ressemble un peu aussi quant à la notation. Euh, on préfère avoir tout ramassé ensemble sur la même portée, puis on fera le travail nous-mêmes de décider quelle baguette va jouer quelle note. Et après, bon, si on veut faire ressortir la mélodie, il faut que ça soit. On va un peu le décider nous-mêmes en tant qu'interprète. Donc, dans cette œuvre-là de Jean Lesage, on voit que les deux portées sont en clé de fa. Parce que c'est vraiment deux mélodies. Il y a vraiment une mélodie et un accompagnement. C'est vraiment deux parties différentes. Mais pour le jouer, euh, on- certains percussionnistes arrivent du piano. Certains percussionnistes ont le piano comme instrument principal. Puis c'est un type d'écriture
certaines personnes arrivent à bien lire, mais sinon, on préfère avoir tout et gérer nous-mêmes un peu comment on répartit les notes dans nos baguettes. Donc, ça, c'est donc le début d'une œuvre que j'ai travaillé avec Jean, puis euh, après qu'on ait travaillé ensemble, en fait, on a tout ramassé sur la même portée. Euh, Puis aussi, comme les notes, un coup qu'elles sont jouées, elles sont plus de notre ressort. En fait, la résonance au marimba, on ne la gère pas, sauf si on veut, si on demande spécifiquement d'arrêter la résonance. Donc, c'est mieux d'écrire au plus simple dénominateur commun des rythmes que de dire, ah oui, ben ici, je veux une ronde au marimba dans la main gauche pendant que la main droite va faire ça. C'est mieux de tout mettre ensemble, ça va résonner naturellement de toute façon. Vibraphone. Vibraphone. Donc, ici, j'ai deux exemples tirés de la littérature. Donc, solo vibraphone de Manoury. Donc, ici, ça montre différentes techniques qu'on peut utiliser au vibraphone. Donc, on voit, premièrement, la pédale. Donc, la façon que la pédale, elle est notée dans cette œuvre-là, la pédale de résonance, euh, on voit que par moment, elle relève tranquillement et par moment, elle relève abruptement. Donc, c'est une façon aussi de, de, de contrôler co- comment sec la coupure se fait. Après, il faut faire attention parce que les notes graves et les notes aiguës, comme au piano, ne résonnent pas de la même longueur. Donc, c'est sûr que l'effet de couper va, va être influencé par le registre qu'on utilise. Euh, Dans cet exemple-là de Manoury, il y a aussi, donc ici, c'est de jouer en fait tout le clavier, puis d'aller étouffer de la main certaines notes pour ne faire ressortir qu'un accord final. Donc, ça, c'est une possibilité aussi. Euh, Après, ici, c'est une autre technique qui est de faire ressortir certaines notes seulement. Euh, donc, assez simple comme technique. Ici, même chose. Donc, on voit en bas étouffer rapidement après l'attaque pour avoir vraiment un rythme. On va presque réentendre l'accord en fermant les étouffoirs. J'ai une question, David, sur cette technique-là. Est-ce que l'étouffement des clés, c'est fait à la main, comme ou avec la baguette pour l'étouffe? Parce que Pour le cette... pédale est toujours ouvert, c'est ça? Ouais, ouais, je vais revenir, pardon, pour qu'on comprenne. On parle de en haut à droite, hein. C'est étouffé. Ici, c'est étouffé avec les doigts, vraiment. Ah, ah, cool. J'ai pas je pense qu'il me manque la première page avec la légende. Mais ici, c'est vraiment. Dans ce cas-ci, c'est étouffé avec les doigts. C'est aussi possible d'étouffer avec les baguettes. Dépendamment des baguettes qu'on a aussi, ça peut ne faire ou ne pas faire de bruit. Après, avec le vibraphone, ce qui est important, c'est le moteur, c'est un peu un mythe, en fait, le moteur de vibraphone. Euh, il y a- Théoriquement, il y a un moteur sur un vibraphone avec les lames à l'intérieur qui tournent. Mais par expérience, je dirais 80% du temps, ça fonctionne pas. Les vibraphones sur lesquels j'ai à jouer, les moteurs ne fonctionnent pas, que ça soit dans les écoles, que ça soit sur des locations, ça va, mais sur des gigs, si je suis à l'extérieur, si je suis en tournée, je ramasse avec l'instrument que j'ai, l'effet de moteur, faut assurez-vous quand vous écrivez que l'instrument pour lequel vous écrivez va fonctionner. Puis après, c'est peut-être de s'assurer que la pièce soit pas basée sur le moteur parce que ça va être difficile parfois d'être rejoué. Donc, I'll also say that in English because I think it's really important. The, the motor effect on the vibraphone is kind of a myth. Even early pieces for vibraphone, they had motor. I don't know, maybe in like the 80s and the 70s,
all the motors were still working, but it's not true anymore. So I don't know what happened. Most of the motors are broken or disappeared from the instruments, or you do not have electricity for the motor. I really don't know what happened, but it's really rare that I get to have a vibraphone with the motor that is actually working. So just be careful with that. It's still possible to imitate that effect by turning manually les vannes, la fan à l'intérieur. But you can't play and turn at the same time. You peux plaquer un accord et jouer après, mais c'est pas toujours c'est pas une science exacte. Une autre des façons qui est de contourner ça, c'est avec le wah-wah effect. Donc c'est de frapper une note et avec la bouche en fait de faire une caisse de résonance et de jouer avec pour créer l'effet de wah-wah. Comme à la guitare en fait. Et cet effet-là est possible sur plusieurs métaux en fait. Donc c'est possible au crottal, c'est possible au glockenspiel. Donc soit avec la voix ou avec la main aussi. Donc même au triangle, c'est possible de mettre du vibrato sur un triangle. Ça, c'est... David? Ouais. Est-ce que tu es en mesure de démontrer cet effet-là? Tu as un vibraphone là-bas? Ouais. Ça a l'air très intéressant. It is. Vous avez entendu? Est-ce que ça a fonctionné, James? Oui, c'était vraiment cool ça. Wow. Après, bon, c'est ça, les effets possibles avec l'archet, le bow, quarter tone. Quarter tone, est-ce que... Bon, ça vaut la peine, je vais le faire rapidement. Là. Donc, c'est un effet qui est possible. Il faut laisser le temps faut laisser le temps à l'interprète de pouvoir le jouer après la note. Donc, on ne peut pas juste jouer plein de notes puis mettre des effets de quart de ton descendant. C'est seulement possible de descendre, en fait, on ne peut pas monter. Puis, c'est aussi d'avoir en tête qu'on ne peut pas écrire vraiment pour 4 baguettes et rajouter des effets de quart de ton parce qu'on a vraiment besoin d'avoir une baguette qui est dure, de plastique, vraiment. Ben, je dis c'est pas possible, c'est pas vrai. Il y a toujours façon de taper une boule à la fin ici. Assurez-vous avec votre interprète que ça fonctionne avant. OK. Sur ça, oui, on a deux questions. Par rapport à la carte de ton, on a une question de comment c'est fait. Et moi, je demanderai si c'est la même chose que Deadstroke. Puis, il y a une question aussi sur le wah-wah effect. Donc, en fait, je vais le montrer d'ici, là, qu'on voit bien. Donc, on frappe la note. On frappe toujours les notes au centre else other indicated. Donc, on frappe la note, puis en glissant avec une baguette dure sur la note, on fait descendre le pitch de la note. Je vais le refaire. Je sais pas si je pense pas que vous voyez bien le vibraphone en tant que tel. Hein. Pas tellement, mais on comprend le principe, je pense. Donc, strike the note. And... Par rapport au Deadstroke, le Deadstroke, avec la même baguette, on va seulement... Ça répond aux questions, James? Oui, merci. Puis l'autre effet, si tu restes là,
Tu peux démontrer, Robert demande, sur le wah-wah effect, est-ce que ça fonctionne mieux dans le grave ou l'aigu, ou est-ce que ça change des choses? Ça dépend, ça dépend de la grosseur de la bouche. Parce que c'est ça qui va, en fait, faut que ça fasse la même note que la note que tu joues, en fait. Donc, ça marche moins bien, mais ça dépend de l'interprète. Faut être capable d'aller chercher la même ouverture que la note, en fait. Je sais pas si ça répond à la question de Robert. Je pense que oui, mais sinon, Robert, dis-nous. Il a dit oui. Ok, cool. Mallet and Sticks. Donc ça aussi, ça c'est un autre monde aussi. Il y a certaines façons de noter qu'on est habitué de voir. Donc souvent, vous allez voir, ça c'est trois exemples de trois pièces différentes. Euh, donc on voit que des baguettes dures, on va utiliser pour le visuel, en fait, pour la notation, on va utiliser une baguette pleine. Pour une baguette molle, une note ronde, vide, blanche. Puis pour des baguettes médium, entre les deux. Après, c'est qu'il y a beaucoup d'autres types de baguettes ou d'autres types de dureté pour noter les baguettes qui sont possibles. Donc, si je donne cet exemple-là, une des pièces avec le plus de baguettes que j'ai rencontrées, là, ça c'est tiré de la pièce Tracadie de Micheline Coulombe-Saint-Marcoux, percussion solo. Donc, on voit, bon, dur, semi-dur, douce, baguette de bois, tige métallique, balai métallique, brosse métallique, boîte de métal. Donc, avec le doigt, ça, c'est une technique que j'avais pas. Ben, une technique, oui, mais la façon de le noter, j'avais pas vu ça ailleurs. Après, ce qui est important avec les baguettes, c'est que chaque instrument va avoir son type de baguette, je dirais, associé, ou un type de baguette. L'idéal type de baguette de chaque instrument est différent, en fait. Donc, une baguette dure de timbale n'est pas une baguette dure de marimba, qui n'est pas une baguette dure de gong. Donc, ça, ça aussi, il faut beaucoup travailler avec l'interprète pour être sûr que la notation est claire, pas juste pour lui, mais après pour les prochains qui vont retravailler cette œuvre-là. Donc, par exemple, moi, quand je suis arrivé avec cette partition-là, baguette très souple, honnêtement, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire sur papier. Donc là, ça, c'est une œuvre que je joue dans le contexte de mon doctorat aussi, donc je fais la recherche sur cette œuvre-là. En ce moment, je suis en train de contacter le premier interprète qui l'a créé pour comprendre c'est quel type de baguette qui est très souple. Est-ce qu'on parle de la, de la boule qui est très souple? Est-ce qu'on parle du manche de la baguette qui est très souple? Donc, c'est pas très clair. Donc, faut voir. Après, baguette dure, de la façon qu'ils sont utilisés, on peut le deviner aussi, là. Donc, baguettes dures sont utilisées beaucoup sur les pots et sur le marimba. Donc, j'utilise des baguettes dures de vibraphone qui sont assez universelles, je dirais, pour la multipercussion, là. C'est des baguettes que j'utilise. Si j'ai pas beaucoup d'indications, c'est des baguettes dures de marimba, de vibraphone que je prends pour à peu près tout, si j'ai pas d'autres indications. Euh, Puis ça, c'est très important aussi d'être clair sur ce qu'on veut entendre et pas juste sur ce qu'on veut comme baguette, en fait. Donc, la façon que j'interprète ça, c'est que baguette dure, elle veut un son qui est dur. Donc, des fois, donc Stockhausen, par exemple, lui, écrit exactement quel type de baguette il veut dans sa pièce. Donc, pour sa pièce, pour vibraphone, il va écrire baguette dure, ce modèle-ci, de telle marque. Mais 30 ans plus tard, ce modèle-là n'existe plus. Donc, c'est pas universel non plus. Après, est-ce que je peux retrouver des baguettes puis essayer de retrouver le son de cette baguette-là? Oui, mais ça peut être compliqué. Il faut vraiment
Il faut vraiment être clair quant au son qu'on veut aller chercher, puis par rapport à l'instrument aussi. Euh, donc, baguette dure, est-ce que c'est une baguette dure de vibraphone? C'est peut-être mieux de l'indiquer. Donc, baguette dure de vibraphone, baguette douce de marimba, c'est pas une baguette douce de gong, qui n'est pas une baguette douce de timbale. Donc, l'expliquer, c'est bien aussi. Puis, encore une autre fois, pour citer Stephen Schick là-dessus, euh, Stravinsky, quand il écrit l'histoire du soldat, il demande pour des baguettes c'est du chamois. La première fois que j'ai vu ça, j'ai mis un chamois sur ma baguette, je sais pas. Euh, mais on n'a plus ça des baguettes de chamois. On sait même pas c'est quoi baguette éponge. Berlioz écrivait ça, des baguettes éponges. C'est le matériel avec le temps, on change de matériel. On veut savoir c'est quoi la dureté, on veut savoir c'est quoi le son qu'on veut aller chercher pour que l'écriture reste dans la durée aussi. Pour qu'un interprète puisse prendre la partition et dire ah oui, une baguette dure de timbale. Mais une baguette dure de timbale, après, même entre le jeu de timbale nord-américain et le jeu de timbale allemand, une baguette dure, c'est pas la même chose. Donc, c'est vraiment un monde, le monde des baguettes. Ça fait un peu le tour, là. J'ai mis Special Effects, ça c'est les exemples des questions, là. Donc je vous mets les références tout de suite, je vais les laisser là comme ça si vous vous voulez les noter et tout. Je prendrai les questions après, là, mais ça vous laisser le temps de prendre en note. Donc des références, bien sûr des références d'orchestration, du Adler, les références le Brindle pour la percussion contemporaine. Joseph Milea, Composing for Marimba, ça c'est la thèse d'un percussionniste américain qui est justement sur les techniques étendues du marimba. Donc je le conseille très fortement d'aller jeter un œil à ça. Le livre de Stephen Schick, il donne des exemples du répertoire, c'est beaucoup sur la percussion, puis, mais c'est pas seulement un percussionniste qui parle à des percussionnistes, c'est très intéressant d'apprendre un peu l'histoire de la percussion aussi, si ça vous intéresse. Donc, une liste des œuvres que j'ai citées aujourd'hui, puis certaines autres œuvres importantes. Il y en a des dizaines, là. Je crois qu'on peut prendre les questions. OK. Oui, je suis de retour. Désolé, il y a une petite tempête ici. J'ai perdu du courant pour une seconde. Alors, on avait une question tantôt par rapport à des extraits de partitions. Dominique Couillard demandait si les exemples vont être disponibles quelque part après, si tu peux les mettre en ligne quelque part pour les partager. Et il a dit spécifiquement qu'il veut regarder l'exemple 14. 14. Oui, ben, je vais voir si c'est possible de partager le PDF du prédit, quelque chose comme ça. Sinon, le live stream va être Oui, il va être disponible. disponible après. Et on peut mettre le PDF sur le site web de la LCC aussi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, je peux continuer en montrant des différents effets possibles, me promener en arrière, essayer des choses, puis s'il y a des questions au travers de ça. En fait, on avait quelques questions préalables qui ont été envoyées avant l'atelier. Alors, le premier, je ne sais pas si je comprends bien, mais ça dit, par exemple, limite d'instruments à poser dans le setup, utilisation et changement de baguette. Je pense que tu as plus ou moins couvert ce sujet-là. Donc, je peux en parler plus. Tu peux parler plus. Ouais. Sinon, il y a aussi une communication sur la combinaison de percussion et de sources électroniques. Si tu peux parler en général avec ça, I guess. Mm-hmm. Donc, pour la première question, pour la limite des instruments, c'est toujours... Oui, ça aussi, je donne toujours l'exemple le conseil, en fait, de visualiser
le setup pour lequel vous écrivez. Pas nécessairement de... Mais ça aide aussi même pour vous de faire un dessin, de faire une plantation des instruments pour voir quels instruments peuvent être joués en même temps que quel instrument. Euh, Parce que c'est pas rare que des fois, je fais mon setup d'une certaine façon, puis finalement, je dois doubler un instrument parce que quand je suis complètement à gauche, j'ai besoin d'une cymbale, puis quand je suis complètement à droite, j'ai besoin aussi d'une cymbale qui est supposément la même cymbale, mais je peux pas tout jouer en même temps. Donc, c'est bien de visualiser le setup. Euh, Comme vous avez vu aussi dans l'exemple que j'ai donné de Christina, on avait travaillé le setup ensemble. Elle l'a mis dans la partition euh, pour montrer, euh, pour montrer comment le premier interprète l'a fait. Donc ça aussi, c'est bon de travailler avec l'interprète, d'arriver à un setup qui est idéal. Puis après ça, chacun va refaire son setup comme il veut. S'il préfère avoir la caisse à droite ou à gauche, c'est très personnel parfois aussi. Mais c'est bon au moins d'avoir une idée de comment c'est fait. Puis si vous voulez jouer la cymbale en même temps que le woodblock, mais il faut qu'ils soient proches, parce que s'ils sont loin. Donc ça, c'est toutes des choses à réfléchir, à faire des dessins, des schémas aussi quand vous composez. Quant aux baguettes, c'est vrai que je vais donner l'exemple des baguettes. Donc, avec les techniques de 4 baguettes, c'est possible d'avoir 4 baguettes qui sont différentes dans les mains. Là, je donne un exemple qui est extrême. Donc, ici, j'ai une baguette de Kessler de bois, une baguette douce de marimba vibraphone, une baguette dure de marimba vibraphone, puis un marteau. Donc, ça, c'est vraiment un exemple un peu extrême, euh, mais c'est possible d'avoir différents instruments. C'est possible de tourner rapidement aussi ce qu'on a besoin, puis de déposer des baguettes, reprendre une baguette, tourner. C'est possible, mais il faut faire attention, faut être conscient que ça prend du temps. Puis c'est pas toutes les baguettes qui vont fonctionner. Donc je pourrais pas avoir un archet en plus d'une autre baguette, par exemple. Là, ça commencerait à être hors limite. Mais c'est possible d'avoir plusieurs baguettes dans les mains. Après, ouais, non, c'est ça. Je sais pas si ça répondait à la question. Je pense que oui, au moins en général. Et Oui. la deuxième question était, c'est écrit en anglais, alors je pense que ça devrait être répondu en anglais. Mais it just says combining percussion and electronic sources. So if you can speak a bit about your experience with that, or if you have any feedback about that. I forgot to mention at the beginning that well, but by now you probably realize that I was talking mostly about acoustic percussion. I have worked with electronics a little bit. It is not my main field of research of work. I've worked mainly with just a tape. So for this Tracadie piece I'm playing by Micheline Coulomb Saint-Marcoux, there is a tape, but I press start and I work with the sound, but I'm not dealing with the electronics itself. I have worked with electronics, especially on James' music, but I was not in charge of it. He was in charge of it. So for this, if you have questions regarding electronics and percussion, I would refer you to Noam Bierstone, he did his doctorate on especially post percussion and electronics. So check out his work. He's amazing. And if you have questions about electronics and percussion, he's probably the best guy I know for this. Particularly performer-controlled electronics. Yeah, that's really Yeah, his specialty. merci. Good suggestion. Yep, merci. And then on a une troisième question, aussi en anglais. When multiple percussion instruments are required for each member in the section, should each instrument be on its own staff, or is one staff acceptable? Which is preferred?
Yeah, I read that question. I wasn't sure. Is that in a section in like an orchestra? I wasn't sure about what that question meant. J'imagine, ou un ensemble de percussion. But I guess that would most commonly be a thing that arrives in orchestral scores. I haven't really seen that in like chamber music or other contexts. Yeah. Well, maybe in orchestra, it's better. It's better that each percussionist has his own music. Of course, like if you look in Stravinsky or Shostakovich, they just write like a score for percussion, and they're just like, okay, deal with that. I want to hear that. I don't know if you need to be 3 or 7. I don't care. Nowadays, we cannot really do that. I think like you have specifications for like not more than 2 percussionists, I guess. So it's better that you think of a setup and of a notation that will be the simpler, the most simple. I get if this is a question. I don't know if I answered the question. Yeah, I think so, and I would agree that from my experience too, that it seems in contemporary practice that it's almost never that you have combined parts or different staff for different instruments. It's really one staff per player. Yeah, because it's more work for the percussionist, for the principal percussionist, because he needs to divide who is playing what, and it's more work, and most of us don't really like to do this kind of work. Ok, sinon, est-ce qu'on a d'autres questions? Questions or just things you want me to try. I pretty much have any instruments or ballets or whatever you would like to hear. I'll give examples of things to do and not do maybe, and if people have questions around that, just tell me, James. Okay. Yeah, so one thing is I will start with the bow. So you can bow pretty much anything. So that's a cool thing to know. I guess even and thanks to James, I learned we could bow a woodblock. Yeah. An example of things we could bow. So of course we have gongs and tam-tams. And cymbals, then vibraphone. Then you can also bow marimba. That's not well known, but it works pretty good. You also need to be careful when asking for bowing that, because if I need to play something with one hand, let's say, and it takes time to go from one side to the other side. So that's the thing that sometimes we have also in chamber music, like effects of these kind of things. But playing at the same time. So this needs to be careful with that. And especially with the marimba, it's a big instrument, it's wide, and we cannot bow the whole thing at the same time. So that's really difficult, and well, that's a limitation. Et Maël demandait si tu peux jouer d'autres choses sur le marimba, parce qu'on n'avait pas eu la chance d'entendre des autres techniques tantôt. I'll just finish with the bow and then I'll do the marimba. Okay. Then you can, of course, put pretty much anything on a timpani and either just play it or bow it. So cymbals, rolls.
our Tibetan bowls. Yeah, so thanks for the marimba reminder. So for the marimba, less other indicated, I will use medium mallet, which are those. And this is just for your information, this is not the full marimba. This is a 4 1/3, ends up on the low A. 5 octaves marimba go to the C down there, which is the C of the cello. And for mallet purposes, this is soft mallet for marimba, which is used for the low register. But they will not sound pretty much at all in the high register. So when writing for marimba, you need to be aware that going from the low to the high register has an impact on the mallet you can use. If I give an example with the really, really hard mallet for marimba. But I cannot play that loud in the low register. And this is not even the widest notes. So I could not play louder than that, else I'll break the wood of the marimba. And for examples of on the marimba, so I'll play in the middle of the notes, and then I'll play near I'll play on the string. So you can play with that as an effect. You can also play. I can try a lot of things like that on the marimba if you have any ideas or things you would like to hear. This is the Rute. Questions? I don't see well if there's something. I'm having a little sidebar avec Maël sur l'effet glisse sur le timpani, et il demandait si c'était fait avec les cymbales et archets sur le timpani, si c'était fait avec le pédale, et j'ai dit oui, mais j'ai dit que c'est aussi possible avec de pression juste sur une peau, par exemple sur le grosse case ou sur le timpani aussi, mais ça dépend de l'instrument aussi, et je ne sais pas si tu peux nous montrer un peu la variété des sons de glisse sur des peaux. Ouais. Oui, c'est une des choses dont je voulais parler. Il y a ça aussi dans la pièce, dans Colère Berlin, justement, de Michel Lontin, là, dans l'extrait aussi qui a été partagé par la Ligue. Donc, on pense souvent, si on veut un glisse, c'est soit les timbales, soit les rototoms. Mais bon, la timbale, ça va bien parce qu'il y a une pédale pour faire le glisse. Les autres instruments, les rototoms, il faut les tourner. Donc, il faut les tourner à 2 mains. Donc, c'est difficile de jouer en faisant un glisse de rototom. Mais pour compenser cet effet-là, on va jouer avec la pression de la peau sur des tomes, par exemple. Donc, je vais peser avec une baguette. Je vais jouer avec une baguette, je vais peser avec l'autre baguette. Donc, il faut être conscient qu'en écrivant cet effet-là, par contre, on ne peut pas jouer avec les 2 mains afin de créer l'effet. Ce que je conseille aussi, c'est si vous voulez un effet de glisse,
puis vous êtes capable de le faire sur des toms, faites-le. Essayez de penser plus aux toms qu'aux timbales, par exemple, parce que les timbales, déjà, c'est pas tout le monde qui a des timbales. C'est pas tous les percussionnistes qui ont des timbales. Puis c'est des instruments qui sont gros et qui coûtent cher à louer. Donc, il faut aussi, malheureusement, prendre ça des fois en compte, là, dépendamment du contexte d'écriture. Donc, si c'est seulement un petit glisse, si ça fonctionne au tom, faisons-le au tom. Ça va sauver beaucoup de temps, de transport et d'argent. Cool. On a une autre question sur un autre sujet. Je sais pas si c'était qui a demandé, mais c'est en anglais aussi. Okay. Do you have Daiko drums? I'm currently writing a percussion piece for 3 tom-tom, Daikos, and a go-go bell. I would like to know what are the different kinds of sounds that could be made on a Shime Daiko. Mm-hmm. Unfortunately, I don't have a taiko drum. But from experience, it's quite similar to the sound you can have from a conga or a bongo, but lower, of course. Well, depending on the taiko, they are small and really big one. So I would not really go further than that on what I'm saying because I don't have one and I play a lot on that. But I can give an example with the bongos. Maybe you can play on the rim. You can do rim shots. You can play on the head. I'll give the example. So in the middle of the head, on the rim, and you can play directly on the wood on the instrument. Rim shot. That's possible. Also, one other thing regarding the skin instruments, and this is also a really good point by Stephen Shake, is that even though skin instrument is one family, it's not one timbre. It's not one instrument from the bass drum to the tom-tom to the bongo, the high bongo. They have different qualities in sound in timbre, which changes. So it's not just from low to high. Yes, but there's also a timbre change. I will give the example. So I don't think you see all the instruments I have, but I have a bass drum, 4 toms, 1 snare drum, snare off, and 2 bongos. And I'll go slowly so you can hear the difference in timbre also. Cool, thanks, David. I guess, the person asking this probably, if they're writing for Daiko, already has this basic knowledge, but it seems to me that the principal difference. Yeah. Else. Yeah. Anything else to try? Pas d'autres questions? Non? Pas pour l'instant. Je crois que James a peut-être des problèmes de connexion, encore une fois. Oui, mais il y a une question dans le chat, Okay. ici. Est-ce que tu peux le voir? Moi? Il y a Oui. de plus en plus d'instruments de percussion venant du monde non classique, pop, jazz, musique du monde, etc. Comment un compositeur doit-il approcher l'utilisation de ceci par rapport aux instruments de percussion classiques? Yep. Est-ce que c'est en anglais ou en français? Ça, c'est en français. OK. Est-ce qu'on parle du point de vue
Est-ce qu'on parle du point de vue sonore et musical ou d'un point de vue culturel et éthique? Euh, S'il les peut spécifier. disponibilités ou les deux. OK. Well, dans l'histoire de la percussion, c'est un instrument qui est assez particulier pour ça. Puis une des parties de ma recherche se pose justement sur les notions d'appropriation culturelle dans le monde de la percussion, parce que euh, en, en dehors de la caisse claire, il y a pratiquement aucun instrument de percussion qui, qui vient de la culture occidentale européenne. Donc, même les timbales, ça vient des Turcs. Quand Mozart a commencé à utiliser ça, le triangle, cymbale, bass drum, ça venait des Turcs. Les timbales, avant ça, ça venait aussi des janissaires. Et après ça, et plus que le monde a découvert, plus que les Européens ont découvert le monde, plus ils ont ajouté des instruments. Donc les gongs, bien sûr, ça vient d'Asie. Les tambours, les congas, ça vient des Caraïbes. Il y a des tambours qui viennent d'Afrique, il y a les tambours de bois, les woodblocks. Euh, donc il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. Des réponses. Il y a beaucoup de textes intéressants écrits là-dessus. Il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour l'instant, je crois. Il y a beaucoup de questions à se poser, d'utilisation aussi. Donc, par exemple, les bols de temple. Comment on utilise ça? Est-ce qu'on peut utiliser ça en dehors de leur origine, leur utilisation d'origine? Donc, les gangs balinais qui servent normalement dans des gamelans, mais là, on les extirpe de leur contexte pour les jouer dans de la musique contemporaine. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on les utilise? Comment on acknowledge la culture d'origine de ces instruments-là aussi? Donc, c'est tous des questions qui se posent actuellement dans le monde de la percussion aussi. Après, pour l'aspect plus technique, euh, ben, il y a beaucoup d'instruments viennent justement de d'autres cultures. Donc, on dit aujourd'hui, mais ça fait... Messiaen a commencé à utiliser des gongs dans les années 50. Je n'ai pas les chiffres exacts, je m'excuse, mais donc les gongs thaï venaient d'Asie déjà dans les années 40, 50. Donc après, c'est une question d'avoir accès aux instruments. C'est de s'assurer que la personne pour qui on écrit va avoir accès à ces instruments-là. Sinon, je ne sais pas si ça répond à la question. Et au sujet de disponibilité, c'est probablement à chaque musicien de déterminer quelle est la disponibilité pour eux-mêmes ou non. Disponibilité dans le sens quel instrument moi j'ai accès, j'imagine. Ah, Oui, ok, je viens de je voir crois. la question. C'est toujours difficile. Puis ça, j'en parle beaucoup avec les compositeurs aussi. Euh, ça dépend aussi de l'approche du compositeur, j'imagine. Parce que si on veut qu'une pièce soit rejouée souvent dans différents contextes, c'est mieux d'écrire pour des instruments qui vont être facilement disponibles en fait. Euh, donc, je donne souvent l'exemple en fait du marimba. Donc, aujourd'hui, c'est rendu commun d'avoir des marimbas 5 octaves dans la musique soliste. Dans la musique de chambre, pas beaucoup. Euh, je dirais, là, en exemple, là, en 5 ans avec mon ensemble avec Paramirabeau, euh, j'ai eu 4 concerts que j'ai eu besoin d'un marimba. Un seul, c'est un marimba 5 octaves. Vibraphone, toujours. J'ai toujours besoin d'un vibraphone. Euh, Parce que c'est pas tout le monde qui a un marimba 5 octaves. Même moi, ici, vous voyez, c'est pas un 5 octaves que j'ai. Donc, moi, quand j'ai des concerts, si j'ai besoin d'un 5 octaves, je dois louer un instrument. Donc, c'est sûr que je déconseille aux gens de m'écrire pour 5 octaves. Euh, pour l'instant, les choses sont en train de changer. Mais je déconseille parce que j'ai pas l'instrument. Après, ça dépend où est-ce qu'on va jouer aussi. Si on part en tournée des jeunesses musicales à travers tout le Québec, j'aurais pas de 5 octaves à percer probablement, là. Sauf si je l'amène moi-même. Euh, donc, ça, c'est
c'est un enjeu. Puis après, mais certains compositeurs avec qui je parle, des fois, disent ben non, moi je veux aller au maximum des instruments que toi tu as en ta disponibilité. Puis après, on verra si la pièce est jouée ou pas jouée. Donc c'est une des possibilités. Par exemple aussi, vibraphone. Donc on dit toujours le vibraphone, c'est un registre de 3 octaves de Fa à Fa. À Paris, depuis je sais, 20 ans d'après moi, au moins 20 ans, ils ont le vibraphone à 4 octaves. Donc il descend donc une quinte à Do, puis qui monte une quarte à Do, le contraire. Mais qui monte de Do à Do, 4 octaves. Il y a beaucoup de répertoires en France qui est écrit pour vibraphone 4 octaves. À Montréal, moi, je connais un vibraphone 4 octaves, c'est McGill qui l'a, ça fait 2 ans qu'ils l'ont. Donc, si on veut jouer du vibraphone 4 octaves à Montréal, c'est pratiquement impossible. Mais cet instrument-là existe, puis ben, c'est toujours l'œuf ou la poule. Donc, plus de compositeurs vont écrire pour 4 octaves, plus les gens vont devoir s'acheter des 4 octaves, mais plus les gens ont des 4 octaves, plus ils peuvent commander de la musique pour 4 octaves. Donc, je suis allé peut-être plus loin là, que la question de Robert sur la disponibilité. Là. Ok, merci. Alors, une dernière question avant qu'on finisse. Selon toi, qu'est-ce qu'il manque dans le répertoire pour percussion? En formulé autrement, quel chant mériterait être exploré dans les œuvres futures? C'est vraiment une bonne question pour terminer. Qu'est-ce qu'il manque? C'est dur parce que c'est un monde qui est infini. J'ai donné des exemples aujourd'hui, puis j'avais des dizaines d'autres rêves dont je voulais parler, puis donc j'ai pas pu parler. Qu'est-ce qu'il manque? C'est vraiment difficile. Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de drum set métal avec des gravity blast peut-être, la pédale double. Je dis ça comme ça, mais qu'est-ce qui manque? Je sais pas. Honnêtement, c'est une très bonne question. Je trouve qu'il y a tellement de... C'est une bonne question à se poser. C'est dur de répondre. Ok, alors, si tu trouves des réponses, tu peux les mettre sur le vidéo de Facebook, peut-être? Ok. Alors, OK. Merci beaucoup pour ce webinaire. Merci à David. C'était très informatif et intéressant. Et pour la part de la LCC, notre prochain webinaire sera en anglais et ce sera Contrafacts and Jazz Composition with Amanda Tossoff. Alors, en espérant de vous voir encore en novembre. Et merci beaucoup, David. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup à vous. Merci à la Ligue de m'avoir invité pour le webinaire aujourd'hui. J'aimerais remercier aussi Dream Cymbals qui est une sponsor, qui m'ont offert aussi les cymbales, les gangs que j'utilise. Donc, merci à tout le monde. Puis merci à tout le monde qui était là aujourd'hui, les compositeurs, les compositrices. Thanks to all and hoping to play all of your music as a soloist or with Duo R or Para Mirabeau. Thanks to everyone. Au revoir.